bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez, vous écoutez Quelle comédie, l'émission hebdomadaire de la Comédie Française. Bonsoir Arthur Lenoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir assisté de Zélie d'Allemagne. Bonsoir Zélie. Vous filmez et répondez. Alors Zélie filme et Arthur, je sais pas exactement ce qu'il fait. Il équalise, voilà, il répond en direct à vos commentaires et à vos questions. Ce soir, dans Quelle comédie, il sera question de théâtre, de culture, d'éducation, de transmission. Bonsoir Christian Gonon. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sociétaire de la troupe, vous êtes actuellement dans La mort de Danton, de Büchner, mise en scène Simon de l'Étang, et vous reprenez bientôt votre Singulis, la pensée, la poésie et le politique, adapté des textes de Jack Ralite, ministre, député, sénateur, maire d'Aubervilliers, communiste, foot théâtre, foot culture. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Jack Ralite a disparu en 2017. Bonsoir Serge Reliant. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre présence parce que tout est un peu incertain en ce moment avec les trains, puisque vous avez dû prendre le train pour venir jusqu'à nous. Vous êtes enseignant, Serge Reliant, et vous avez en charge la coordination de la vie universitaire de l'Université de Lille. Dans ce cadre, vous travaillez en collaboration avec la Comédie Française depuis une dizaine d'années, nous allons y revenir. Et le 6 avril, l'Université de Lille accueille, au sein, je crois, du Festival universitaire du spectacle vivant, le seul en scène, conçu par Christian Gonon ici présent, autour de Jack Ralite. Voilà. Et puis, bonsoir Marine Jubin. Bonsoir Béline. Alors, vous dirigez le service éducatif de la Comédie Française, dont je rappelle l'une des missions centrales est donc la transmission, l'éducation, l'ouverture à tous les publics. Vous pilotez avec Serge Reliant ce partenariat entre l'Université de Lille et la Comédie Française. Voilà pour les présentations. Comment avant de parler de Jack Ralite, comment a débuté cette relation entre la Comédie Française et l'Université de Lille? Quel a été le point d'accroche? Il se trouve que je fus le professeur de Stéphane Varupen. Donc maintenant, j'enseigne plus, je coordonne des services universitaires, mais en tout cas... Stéphane Varupen, donc l'un des sociétaires de la troupe. Et Stéphane a eu le malheur de m'avoir comme enseignant en sciences économiques et sociales, et en Sciences Po et en théâtre. Il a commencé par le théâtre en seconde, puisque j'avais la particularité d'être prof de SES et d'être prof de théâtre. Voilà. Et après, quand Stéphane a évolué dans sa vie et est arrivé jusqu'ici comme pensionnaire d'abord, il se trouve qu'à la suite de démission à l'université où je coordonnais les activités théâtrales, et on était une université qui avait à peu près une quinzaine d'ateliers de théâtre en n'étant pas du tout littéraire, donc voilà, on était avec un service théâtre très développé. Moi, je me retrouve avec la démission du directeur de la culture à progressivement gérer la culture et devenir directeur moi-même, et donc je pense un peu à ce qu'on peut développer aussi autour de l'université, puisqu'à l'époque on n'était pas fusionnés. Donc moi j'étais à Lille 2, droit, santé, médecine, et à Lille 3 il y avait les arts de la scène, et on travaillait déjà entre directeurs. Et je voulais faire venir la Comédie Française parce que il y a deux choses que je pensais. Je trouve que parfois chez les gens qui font du théâtre ou qui s'y destinent, il y a un manque de pratique. Et donc pour moi la Comédie Française c'était un peu la pratique absolue, voilà la référence de la pratique. Et la deuxième, Christian Gonon, la pratique. Ça fait plaisir. C'est bon la pratique absolue. Sans absolutisme. Non. Et puis la deuxième chose, c'était, je trouve que souvent dans les études en France de théâtre, il manque une approche de la direction d'acteurs. Donc voilà, il y avait un peu les deux choses, comme je coordonnais le théâtre, comme celle qui était plutôt du côté de l'université littéraire, énoncer ce genre de problématiques, de questions. Il n'y avait aucun jugement, c'était juste comme ça. Et ça permettait aussi, l'avenue de la Comédie Française plus tard, de faire la fusion, puisque Lille 2, qui était une université excédentaire, a payé comme une pierre qui avec Varupen et Poudroux et Montenay, etc.
Et ça a permis de faire un lien où les gens de l'université littéraire ont bien compris que les gens de l'université médicale et juridique étaient là pour aussi travailler ensemble. Donc voilà un peu comment j'ai pensé à la Comédie Française, en dehors du fait que je venais voir les spectacles de Stéphane depuis quelques années, que j'y étais venu de moi-même parce que Paris n'est pas une ville inconnue de moi. Et voilà, donc j'ai aussi eu toujours mon cœur dans ce lieu. Voilà. Marine, bien avant d'y venir. C'est la vocation de ce partenariat, parce que c'est un partenariat, hein, au sens technique du terme. C'est laquelle? Alors, avant de répondre directement à votre question sur la vocation, je dirais que moi j'ai eu une sorte de coup de cœur pour Serge, parce que je trouvais que son approche était assez singulière, en ce sens que la plupart du temps, ce sont des universités de sciences humaines qui nous contactent. Or là, on est précisément dans un cas différent, puisque ce sont des études aussi de sciences, médico-sociales. Tu m'arrêtes? De droit, de Sciences Po. Voilà. Et ça, je trouve que c'est formidable d'initier un partenariat culturel avec une université qui ne soit pas de sciences humaines. Comme voilà. Après cette petite parenthèse sur la rencontre avec Serge, ce qui a été passionnant dans cette histoire, qui en fait, j'ai regardé un petit peu mes mails et je me suis aperçue que nos premiers échanges, Serge et moi, datent d'octobre 2014. C'est-à-dire, non, vous avez vos mails, oui, qui remontent jusqu'en octobre 2014, Marie. Et donc, ça fait un peu moins de 10 ans. Et ça fait un peu moins de 10 ans, et en fait, ça correspond à l'arrivée d'Éric Ruff en tant qu'administrateur général de la Comédie Française. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur le territoire et de ne pas faire de la Comédie Française un théâtre forcément lié à Paris ou lié à l'Île-de-France, mais d'explorer des rapports, des liens avec des universités qui sont basées à Lille ou dans d'autres villes. Donc, et ce partenariat en fait a évolué au fil des ans et aujourd'hui prend une forme toute particulière qu'on évoquera peut-être ultérieurement, mais c'est un partenariat qui est Et comment ça fonctionne, un partenariat? C'est quoi déjà le dispositif, et puis ensuite ce que les uns et les autres en attendent, parce qu'on a forcément des attentes, on imagine des choses, ce que ça va produire. Alors, il y a eu clairement 3 périodes. Il y a eu 2015-2018, avant la fusion des 3 universités. Il y a eu 2018-2021, qui est une période de fusion et donc, on va dire, d'ajustement entre les 3 universités. Et il y a 2022, avec l'arrivée d'un président qui s'appelle Régis Bordet, qui est prof de pharmacie, médecin, neurologue, neuroscientifique et écrivain de théâtre. Donc, voilà, j'avais travaillé avec lui et on avait... Serge, oui. Vous montez ce partenariat avec la Comédie Française, vous savez qu'il y a des étudiants de pharmacie, vous dites que ça va produire quoi? Déjà, on était l'université qui avait le plus d'étudiants en atelier en France, hein, donc le théâtre était là. Oui, en atelier théâtre, dans le service culture, hein, évidemment. Donc, c'est pas pour dire le plus le moins, la quantité, on n'en a rien à faire, mais je veux dire, c'était déjà une recherche. Il se trouve que quand j'étais recruté comme intervenant théâtre à l'université de Lille en 2015 ou 16, j'ai commencé par monter Jacques et son maître de Kundera et j'avais 10 étudiants autour de moi. Et après, Catherine Benguigui, la directrice qui était d'ailleurs dans la danse, qui était quelqu'un de charmant, elle me fait venir l'année suivante et il y avait une salle avec un hublot et derrière le hublot, il y avait 80 personnes et 80 étudiants. Moi, j'étais tout seul. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je les garde. Et suite à ça, j'ai créé 4 groupes avec 2 metteurs en scène dans chaque groupe qui sont autodésignés ou peu importe. Moi, je passais tous les 3 quarts d'heure, toutes les semaines, et chacun montait sa pièce. Et à côté, attends, je finis juste. À côté, j'avais créé des stages et du théâtre approfondi les week-ends où les étudiants qui encadraient les autres devaient se former avec des metteurs en scène. Et ces étudiants, ils venaient d'où? Et est-ce que... De partout, de médecine, de droit, de Sciences Po, et j'ai ouvert tout de suite les études,
les ateliers aux 3 universités en 2015, avant la fusion, et on avait quand même 80% de l'île 2, hein, donc voilà. Marine, qu'est-ce qui se passe avec la Comédie Française? Enfin, l'île 2, c'est santé. Oui. Comment concrètement? Oui, voilà, concrètement. Concrètement, en quoi en ça fait, consiste avant la phase 2 dont on parlera, bien sûr. Les étudiants remplissent un car. Donc, il y a un côté très joyeux. Ils partent le matin tôt de Lille. Ils arrivent à la Comédie Française, il est 10h. Il y a un côté un peu colonie de vacances. Enfin, on est tous ensemble, c'est très festif. Ils arrivent, nous on les reçoit pour une visite de la Comédie Française, des parties publiques, des parties privées. L'idée étant de leur faire découvrir ce lieu, de les familiariser avec ce lieu, qu'ils s'y sentent bien. Ensuite, ils vont déjeuner, ils assistent à un spectacle. Ils sont une 60aine. Donc cette saison, il y a eu La vie de Galilée, la Cerisay, La mort de Danton. Donc à chaque fois des spectacles d'esthétique, d'univers très différents. On voit le spectacle tous ensemble et après le spectacle, on fait une rencontre avec un comédien qui peut s'accompagner d'une analyse chorale qu'anime un des plus grands enseignants de théâtre qui s'appelle Yannick Mansell, qui a conçu une méthode d'analyse à plusieurs autour du spectacle. Et puis, dernièrement, on a mis en place des ateliers de jeu cette année, auxquels notamment a participé Christian Gonon. Et c'est vraiment des moments de joie. De joie. Christian, avant l'émission, justement, vous racontiez cette expérience et vous disiez que c'était quand même presque magique, ces ateliers. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que vous y faites? Et qu'est-ce qui s'y passe ou qu'est-ce qui s'y est passé précisément dans celui que vous avez animé? Alors, juste avant de répondre à votre question, je pensais à mon parcours intime et personnel par rapport au théâtre et au monde enseignant. Et je crois que c'est aussi grâce à un professeur qui faisait pas du tout de théâtre, qui était prof d'histoire géo à Albertville en Savoie et qui animait un club théâtre. Et c'est lui, c'était lui mon Serge Reliant qui m'a, sans le savoir, j'étais encore très très jeune, en 3e, et un lien que je ne savais pas aller se poursuivre avec la Comédie Française, avec des 33 tours de la Comédie Française sur lesquels j'écoutais tous les classiques, avec Robert Hir, Jacques Charon, et des enregistrements. Mais je rêvais de ça, mais sans trop savoir, puis après j'ai oublié ce rêve, et puis ce rêve m'a rattrapé. Donc c'est très étrange de retrouver aussi, c'est aussi ma passion pour et mon engagement avec Marine et le service éducatif, et à chaque fois que je peux continuer à transmettre, je crois qu'il y a cette racine-là du professeur et de la transmission, et puis on reste un peu étudiant comme ça aussi. On se questionne beaucoup face à d'autres étudiants, même si on n'a pas du tout le même âge. Ça tire un fil qui relie à l'adolescence et un peu plus loin. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en enseignant, vous allez convoquer le jeune homme que vous étiez. Je crois. En tout cas, le désir qui est toujours là et qui m'a poussé à faire du théâtre et qui me pousse encore aujourd'hui à en faire. Et ça fait rejaillir ce désir? Oui. Oui, parce qu'il y a une telle énergie dans leurs propositions, en tout cas, pour revenir à ce groupe-là. Et le postulat est très simple. On a très peu de temps, on a 2 heures. Ils sont une 20aine. Et je dirais qu'en 2 heures, on monte presque une base pour faire un spectacle. Alors comment cela est-ce possible? Je demande toujours à chacune et chacun des participants d'apprendre un texte assez court, mais un texte qui les anime profondément au moment où ils l'apprennent, qui est essentiel pour eux, et ces textes vont être mélangés. Ça, c'est un préalable? Oui, c'est un préalable. Et après, ils se positionnent dans l'espace où ils veulent par rapport à la sensation qu'ils ont de leur texte. C'est-à-dire, tiens, où est-ce que tu aimerais le dire? Alors, la salle est très grande, dans un coin, au fond, sous la cheminée, assise, de dos, par terre. Et puis,
petit à petit, tous se positionnent dans l'espace. Et ils vont commencer à se parler, mais se parler avec leurs textes qu'ils ont appris. Et là, se créent des miracles où des Tchekhov peut rencontrer un texte politique, un poème, un bout de littérature, et tout ça se mélange avec les émotions de chacune et chacun des comédiens. Les surprennent eux-mêmes, et surprennent aussi les gens qui regardent, puisqu'à chaque fois le public est spectateur, je dirais. Ils passent tous, ils regardent les autres jouer, mais ils peuvent intervenir, et puis ceux qui ont joué regardent les autres qui les ont vus. Donc à chaque fois, il y a deux regards. Il y a le regard du spectateur actif, dire tiens, qu'est-ce qu'ils font, et après d'être sur scène aussi, et de redécouvrir, de découvrir quelque chose d'un peu magique. Ça, il y a toujours des fruits à ce travail-là, mais des fois ils sont exceptionnels. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à l'énergie du groupe, à leur désir à eux, et leur envie tout à coup d'être ici et de dire on va jouer. C'est du jeu. Mais ils jouent comme les enfants. Les enfants jouent sérieusement. Quand un enfant dit « Pan, t'es mort », il tombe, je suis mort, et puis il bouge plus. Et il y a cette magie-là qui se retrouve, sans dire « je vais produire quelque chose de beau, non, je vais jouer ». Et avec ce qui se passe, je démonte après un peu le mille-pattes qu'ils ont construit, on en parle, mais la plupart du temps, les spectateurs qui ont assisté à ce qui s'est passé le comprennent, ils l'ont ressenti. On essaie de mettre quelques mots là-dessus. Et en 2 heures, on a une base. Après, si on voulait monter un spectacle avec tout ça, il nous faudrait 1 mois. Puisque on sait très bien que ça peut être facile, le premier jet. Après, la répétition et retrouver le chemin qui nous a amenés, ça, c'est autre chose. Vous savez très bien que ça peut... Vous avez cette expérience-là. Oui, que pour retrouver un moment magique qui se passe en répétition, il faut après peut-être des semaines, et peut-être même on le retrouvera jamais. Mais la rencontre qui a été faite sur cet atelier il y a 1 mois, je ne sais plus, à peu près. Le 7 février, le 11 février. Il y avait une énergie extraordinaire, et de gens et qui veulent faire du théâtre et qui ne veulent pas faire du théâtre, ça on s'en fout complètement. Parce que ici, ça change quelque chose ? Je ne sais pas, en tout cas là... Pour vous, ça change quelque chose ? Moi, non. Du moment que la personne est présente et a envie d'être ici, propose quelque chose et le fait avec d'autres, on est dans le simul et singulis du français, hein, c'est 20 singularités magnifiques, des grands, des petits, des gros, des blancs, des noirs, des jaunes, des verts, on s'en fout, c'est des singulis, et ensemble, il faut un simul magnifique et créé sur place, ils s'en aperçoivent en le faisant. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est magnifique. Encore une fois, après maintenant, on le monte, bon, on se retrouve 6 heures par jour et puis on reprend ça. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est que tout d'un coup, ils ont vu qu'il y avait quelque chose, une énergie, une humanité partagée, du rire, des larmes aussi, enfin en tout cas une émotion, tout est possible. Une écoute. Quand vous dites, pardon, c'est pas le propos, l'enjeu c'est quoi? C'est de le vivre? Oui. C'est de faire l'expérience de ce moment-là ou de faire l'expérience du théâtre? Le théâtre, c'est aussi beaucoup de travail. Vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir à la Comédie Française. Oui, déjà ils ont fait un travail en amont en mémorisant un texte. Ce qui est, nous, la partie la moins marrante. Quand un metteur en scène dit texte su à la première répétition, des fois on aime bien avoir la brochure et puis travailler un peu dans l'espace avec mais là il faut faire vite, on n'a pas le temps. Et de plus en plus les metteurs en scène maintenant nous demandent de savoir le texte pour pas perdre de temps. Or des fois c'est bien de perdre son temps à faire certaines choses, mais bon c'est autre chose, c'est un autre débat. Et donc ce désir-là est dans leur apprentissage, je dirais. Je dis souvent, vous apprenez avec le cœur, pas par cœur. C'est un petit détail, mais on apprend avec le cœur et ça rentre plus vite. Moi, quand j'apprends un texte, si je veux faire par cœur et que ça m'embête, j'y arrive pas. Si tout d'un coup, j'y allais,
je respire un peu et puis je veux l'apprendre de manière, avec amour, allez, disons-le, ça rentre plus vite. Les mots s'inscrivent plus vite dans le cerveau, puis après dans le corps. Et là, en fait, ils éprouvent l'apprentissage du cerveau avec le corps, puisque tout de suite ils jouent. Ils peuvent le mettre en jeu. Et là, ils éprouvent ce qu'est le théâtre, puisqu'il y a un espace, il y a des corps, il y a un texte et il y a des spectateurs. Tout de suite, je fais pas du tout de théorie. Je me présente, bonjour, et après si vous avez des questions, mais tout de suite on joue, on est sur le plateau. Et les règles sont simples, un espace, vide au départ, et en plus il n'y a pas de décor, si ce n'est le décorum. Ça se passe où? C'était à Monnaies-Sully, là, mais des fois c'est dans salle de répétition. C'est un espace, et des corps dans l'espace, et des voix, et des textes. Et avec ça... Serge Rollian, vous y étiez? Oui, j'accompagne. Vous avez assisté à ce moment? Oui, et puis je les avais pris un peu en direction d'acteurs 2 heures auparavant, mais pas du tout sur ces thématiques-là, d'ailleurs qui étaient impromptues. Et ça fait quand même 3 mois qu'ils sont en répétition, puisque là, on a constitué une troupe avec le partenariat de la Comédie Française. Marine était dans le jury, etc. Donc c'est des gens... Ça, c'est nouveau, la troupe, Marine. Et c'est ceux qui répétaient avec... Vous avez eu cette jeune troupe, en fait. Voilà. Oui. Voilà. Et aux surprises, moi, je leur avais dit d'apprendre quelques lignes. Enfin, j'avais donné la consigne. Et la première chose, quand j'arrive le matin et que Christian les fait travailler, je vois qu'ils ont appris facilement une page, quoi. Ou, enfin, en tout cas... oui, c'était pas une phrase. Et je vois qu'ils tiennent bien la chose. Alors, ça me fait une double surprise, parce que... Et après, je vois qu'il y a beaucoup d'écoute, parce que je suis peut-être quelqu'un d'un peu emmerdant, moi, ou rigoureux, enfin, au choix. Mais j'aime bien quand on est au théâtre, on soit au théâtre, et que même si on a le droit à toutes les fantaisies possibles, qu'on soit dans les guides et les rênes du travail, et voilà. Donc ça, j'ai sans doute un côté comme ça, où sur l'assiduité, tout ça, je ferai très attention, et quand je les appelle, ils doivent pas être très contents. Bon, mais je pense pas que ça soit qui crée d'un seul coup l'abnégation. Je pense que déjà ils ont été choisis, et je pense qu'ils l'avaient au départ. Mais en tout cas, là, il y avait une écoute, une retenue, attendre que l'autre finisse, mais pas attendre que l'autre finisse comme si on était en train de faire la circulation au milieu d'un rond-point. Hein. Et enchaîner avec des textes assez denses, quoi, denses en termes de sens aussi. Et y trouver à le placer là où ça s'enchaînait aussi. Alors, moi, au fur et à mesure du travail de Christian, j'ai passé un moment vraiment épatant et surprenant et assez magique. Voilà. Donc j'ai l'habitude assez fréquente d'aller au théâtre et de voir beaucoup de choses. Et bon, je pense que je suis quelqu'un de plutôt bienveillant, mais là ça correspondait à ce que j'appelle l'exigence que je chéris, quoi. Donc voilà. Pourquoi vous dites que finalement vous ne savez pas expliquer pourquoi ça se passe comme ça à certains moments avec certaines personnes, et puis parfois ça se passe différemment? Si, j'ai une idée. Ça dépend du désir des participants et de leur engagement. On décide tous les 4 de faire une pièce de théâtre. Si personne ne monte sur le plateau, ça ne pourra pas se passer. Si on commence à discuter, oui, mais peut-être que non. Bon, alors, là, c'est 20 personnes qui veulent. Je dis bon, j'explique. Qui veut, je m'assois, bim, quelqu'un se lève. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Wow, déjà, immédiatement un appétit de vouloir œuvrer sur le plateau. C'est ça le théâtre. Au bout d'un moment, on peut en parler, et en parler très très bien. On peut écrire des livres qui sont très très beaux. Mais là, le seuil du langage explicatif ou universitaire, il est là, et on monte une marche, et on monte sur le plateau. Donc on monte déjà, même si c'est plat, on dit monte sur le plateau. Donc il y a déjà monté quelque chose, et c'est dans cette action physique de se mettre en marche vers ces planches, vers de corps dans l'espace. Déjà il existe quelque chose. Les gens n'ont rien dit, mais il existe quelque chose parce qu'ils veulent être dans cet espace. Et une deuxième personne va dans cet espace, et l'espace est changé. Et il y a 2 personnes, et moi je regarde, je dis waouh, c'est déjà du théâtre.
Après, il faut un peu plus, mais déjà, je regarde. Je vois un homme, une femme, deux hommes, assis, couchés, debout, se tourner, se regarder, pas se regarder. Ça me raconte une histoire imaginaire, qui est aussi ma propre histoire, ou ce que je veux mettre sur cette chose-là, qui peut être commune ou pas, c'est pas grave. Et là, ils étaient 1, 2, 3, 4, j'avais limité, je crois, à 5. Et puis ça commence à parler, à bouger, à se répondre. Et là, on fait, ouh, il y a du texte. Et effectivement, il y a de la matière, il n'y a pas juste... longtemps, je me suis levé de bonne heure, il faut partir à point. Une phrase, bon. Et c'est peut-être là la différence. Oui, la différence des groupes. Il y a des groupes plus timides, ou qui n'ont pas osé, ou qui sont fragiles. Donc, il y a moins de magie. Mais ça, c'est pas grave. Si on a du temps, on les fait travailler, on recommence. Puis on dit la prochaine fois, apprenez un peu plus. Là, ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais 2 heures, et que ces 2 heures ont été, explosives d'intensité. Parce qu'on s'est présenté très vite, les prénoms, comme ça, juste un petit cercle, allez, on y va, on pousse les chaises, on se met et on fait du théâtre. Parce que le temps, là, est précieux. Moi, j'allais jouer, c'était juste avant la mort de Danton. Donc vous jouiez après? Oui, je jouais après. J'ai eu une pêche, d'ailleurs, extraordinaire, parce que j'avais toutes ces images. Je dis, je peux pas... je ne peux essayer que d'être comme eux, de ce qu'ils m'ont donné, simplement. Des fois, on se complique la tête, ou on est fatigué, enfin, on a plein de... C'est notre métier. Et là, il y a un vent de fraîcheur. Je dis, mais je vais jouer comme eux. C'est en ça où le fil aussi, c'est pas qu'une question de jeunesse, c'est remonter à la source de son désir. Qu'est-ce qui, à 15 ans, me poussait à monter sur un plateau? Et est-ce que, à l'âge que j'ai, à 62 ans, j'ai encore envie d'avoir ce fil-là à la Comédie Française, qui est une usine à rêve, à spectacle, à hauteur, mais où il faut fournir physiquement, moralement. Beaucoup, c'est la troupe. On travaille beaucoup. Et comment cette flamme, elle peut être là? Alors, je vais pas mentir, elle fléchit par moments. Pour X raisons. L'hiver, la fatigue, une grippe, une gastro, une grève, un bras qui va mal. Voilà, on joue. Et il faut jouer. Donc des fois, ça vacille. Et le contact avec ces jeunes gens, et quels qu'ils soient, quand il y a le désir, waouh, je me retrouve. Dans une fille de 20 ans ou de 30 ou un garçon, n'importe. Ah oui. Est-ce que j'ai toujours cette brillance dans les yeux ou cette maladresse, mais une maladresse tellement touchante? Est-ce que je suis pas trop formaté en disant j'assure, je blinde parce Comédie française. Ouais, le côté, mais parce que on est des professionnels aussi et qu'il faut assurer tous les soirs à 20h30, quel que soit notre état. Et comment retrouver et ce désir et cette fragilité-là, cette humanité et en plus ce sont des choses éphémères, il n'y a pas de caméra, il n'y a que dans les yeux de Serge, de Marine et eux, et peut-être que je retrouverai quand on viendra à Lille et puis on pourra échanger parce qu'on n'a pas eu le temps aussi d'échanger là-dessus puisque je mange un sandwich et puis je vais jouer. Voilà, je me suis Marine, un peu perdu. Moi, j'avais une chose. Vous voyez, enfin oui, allez-y. Après, je vous poserai ma question. Il y a une chose que je trouve formidable dans les ateliers que mène Christian, c'est de pousser les jeunes à faire des choix. En demandant préalablement aux jeunes, apprenez un texte qui vous ébranle, qui vous bouleverse, qui vous touche particulièrement, qui trouve une résonance particulière en vous. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que on devient lecteur, non pas en lisant, je trouve qu'on devient lecteur en faisant des choix dans une bibliothèque, dans un rayonnage. Un enfant qui est devant un rayonnage et qui se dit « je prends ce livre plutôt que cet autre livre », je pense que c'est le premier geste qui fera de lui éventuellement le futur lecteur qu'il sera. Je crois que c'est vraiment le choix qui détermine ce que l'on devient. Et ce que je trouve très beau, c'est que ces jeunes ont fait des choix.
un jeune a fait le choix de réciter un texte de Kay Tempest. Un autre a fait le choix de réciter un discours de Jacques Chirac. Enfin, on avait une myriade de textes qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, qui évoquaient quand même le thème de la transition, de la mutation, d'un bouleversement qui nous occupe actuellement et qui est le thème sur lequel travaille Serge avec cette compagnie, ce groupe de jeunes. Mais voilà, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait d'assumer un choix et de le dire de la manière la moins spectaculaire, parce que c'est toujours ça. Il y a pas d'effet spectaculaire. Et néanmoins, ça crée de l'événement, du micro-événement. Et je suis sûre que en chacun des étudiants, en chacune des étudiantes, il y a eu un micro-événement qui s'est produit. Un micro-climat. Un microclimat ou un microclimax. Oui, c'est ça. Oui. Une atmosphère, en tout cas. Mais je crois que le fait de donner la responsabilité aux jeunes de faire des choix, je trouve que c'est absolument... Ça peut déclencher ce qui s'est passé. Oui, et ça c'est pour la lecture, c'est pour le jeu, c'est pour tout un tas de domaines. Ça s'applique pas uniquement à la culture, mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de positionner ces jeunes, de les rendre maîtres d'un choix ou maîtresses d'un choix qu'ils auraient en eux. Et je trouve que ces ateliers qui durent 1 heure, qui confrontent des choix personnels parfois très intimes, ben c'est une expérience bouleversante. Alors, Serge Rollian, l'université de Lille vous parliez tout à l'heure de Comme une pierre qui a acheté le spectacle, une représentation de la pensée, la poésie, le politique, donc le Singulis de Christian Gonon. Christian, vous ouvrez, donc il y a une représentation, il y a une deuxième représentation qui est la couturière, c'est-à-dire ce moment avant la générale. La dernière répétition, la couturière. Oui. Pour que un maximum de gens puissent assister à ce spectacle. Ça fait 320 personnes, peut-être un peu moins pour la couturière, mais pour comprendre l'enjeu de cela, c'est-à-dire que ces jeunes gens, sont des étudiants, majoritairement, vont venir écouter les mots de Jacques Ralite. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette pièce, de ce texte, Christian Gonon, dont vous êtes déjà venu parler au moment de sa création à cette antenne? Vous dites, dire les mots de Jacques Ralite est une résistance à tous les renoncements culturels, politiques, poétiques. Ce Singulis, qui est donc un choix personnel, vous décidez de monter ce texte, ces textes, c'est un hommage, c'est un plaidoyer. Si vous deviez le définir. Alors, pour en revenir à ce que l'on désire sur le désir, j'ai fait exactement ce que font ces jeunes. J'ai pris un texte, un peu plus long, parce que ça fait 1 heure, mais la situation de base, la racine, c'est le désir. Quand j'ai lu les mots, c'est ce que j'ai écrit, les mots de Jacques Ralite, j'ai dit, mais il faut qu'on les entende. Il n'est plus là. Il faut les mettre en forme. Il faut mettre un petit peu plus de poésie qu'il n'y a dans ses entretiens, parce qu'il cite souvent un poème, mais il ne le dit pas forcément en entier. Là, c'est moi qui ai pris la liberté de dire tout un poème d'Aragon, tout un poème de Prévert, que lui lisait chez lui sûrement avec lui-même, mais qu'il ne disait pas quand il en parlait. Il prenait juste C'était un homme politique, je rappelle. Hein, oui, Jacques Ralite était un homme politique. Il s'exprimait avec les poètes, mais... Il a fréquenté les poètes depuis qu'il était jeune, et il disait toute pensée politique s'enrichit d'une pensée poétique. Elle y prend l'air, en quelque sorte. Et il dit, ça m'a sauvé de la politique politicienne. Il y a pensée quand on est politique, il y a évanouissement de la pensée quand on devient politicien. Voilà. Et donc, sa fréquentation de poètes comme Aragon, ou de metteurs en scène comme Vitesse ou Villard, Saint John Perse, Victor Hugo, il aimait beaucoup Victor Hugo aussi pour son combat politique.
il avait toujours ça dans sa besace pour enrichir son combat politique. Et ça, c'est merveilleux parce que ça lui donnait une hauteur de vue, une humanité, une pensée que tout le monde comprenait. Moi, je l'ai rencontré très peu, 2-3 fois, mais à chaque fois qu'il parlait, j'avais l'impression d'être plus intelligent. Mais oui. Et lui-même dit ce que je pourrais dire. Il dit, je parle souvent, je cite souvent les poètes parce qu'ils savent mieux dire que moi. À la limite, je cite Ralit parce qu'il sait mieux dire que moi des choses. Je suis à la fois très proche et très loin de lui. Je n'ai jamais été militant, je n'ai jamais été dans un parti. Quand je travaillais ces textes, je dis, j'aimerais bien être communiste comme lui a été communiste. Il dit, on peut pas être communiste sans tendresse. Comment voulez-vous être communiste sans être affectueux? Mais parce qu'il a été communiste au sortir de la guerre et qu'il a été en prison. Et il dit, j'ai vécu le communisme dans ma chair comme témoin et victime de... Donc c'est des choses que l'on n'a pas vécues, que lui a vécu aussi. Et bon, après il y a eu tout le stalinisme, enfin tout ce qu'on sait maintenant de l'histoire. Mais pour lui, ce mot communiste, il dit, je l'écris avec TH comme un isme. Communisme et l'isme, c'est la rencontre des autres, c'est Rimbaud, je est un autre. Il va très très loin dans cette chose-là. Et il discutait beaucoup avec Antoine Vitesse qui avait quitté le Parti communiste, je crois au moment je dirais peut-être une bêtise, l'entrée des chars russes peut-être à Prague. Et lui, il restait parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un là qui continue à croire à cette utopie-là. Et ils se téléphonaient tous les matins avec Antoine Vitesse, donc il a été administrateur aussi, un très très grand. De la Comédie Française, Antoine Vitesse. Il s'appelait tous les dimanches matins, il disait, on était en ramage, on pouvait discuter jusqu'à perte de nuit. et il dit, quand on faisait du théâtre, c'était les années 80, alors moi je débutais, j'ai pas connu ça, c'est pour ça, et ça j'aurais bien aimé le connaître, où les politiques venaient voir des spectacles et discutaient avec les artistes après, et ils parlaient des deux, politique, et vous imaginez Elisabeth Borne voir la mort de Danton, on se retrouve au foyer et on parle de la réforme des retraites. Je sais pas, je dis, avant il aurait fallu le faire, mais avec des artistes, tiens, la mort de Danton, qui est une pièce extraordinaire, et qui a tellement de couches de sens, mais c'est du pain béni. Ils devraient tous venir voir ce spectacle. Puis ils devraient tous voir Jack Ralit aussi, parce que comme il parle de culture, d'humanité, il y a pas de choses fermées, tout est ouvert. Il construit des ponts toujours, et avec une énergie aussi que je n'ai pas. Quand il dit j'enrage tous les jours, j'aimerais bien enrager comme lui tous les jours. Alors je le mets dans mon spectacle. C'est lui qui parle et il se sert de moi, parce que tout ce qu'il dit, je sais pas le dire, mais peut-être que le désir que j'ai de le transmettre apporte aussi quelque chose. Il n'était pas comédien, et je ne suis pas homme politique, mais la rencontre justement de ce que l'on n'est pas, lui et moi, fait que ça fait du théâtre. En tout cas, ça fait une parole. Mais bon. Serge Reliant, qu'est-ce que Jack Ralit, donc, qui était ministre de la Santé, qui a été ministre de l'Emploi, maire adjoint, puis maire d'Aubervilliers, communiste, effectivement, passionné de théâtre, de culture, passionné des mots, qu'est-ce que Jack Ralit, qui est décédé en 2017, a à dire à des jeunes gens de 20 ans, étudiants en pharmacie ou... Qu'est-ce que... Alors, ayant eu pour charge la culture scientifique dans le passé, j'ai toutes les missions des transitions à l'université dans tout ce qui est du domaine de la culture. Donc voilà. Et d'ailleurs, la troupe est centrée sur la notion de transition. Donc je voulais revenir un peu dessus parce que avec Karine Goron, qui est passée ici 1 an et qui est chez Julien Gosselin, si vous pouvez lécher mon cœur, et Maxime Guyon, ils sont en répétition depuis 1 mois et demi, enfin depuis début janvier, à Lille. Et justement, Karine, quand je lui ai demandé le thème et tout ça, je dis on peut faire une sorte de mezzé des textes de théâtre. Elle dit mais c'est pas toi qui t'occupes des transitions à l'université, nous le thème nous intéresse. Et donc on est allé dans les transitions. Et alors, pourquoi cette longue digression en fait? Oui. Voilà. Pourquoi C'est parce que pour moi, Jack Ralit fait partie des hommes transitifs, voilà. Et que quand je constitue le programme des transitions, et donc
on va dire des changements nécessaires, hein, comme par exemple la santé au sens large, etc., ou la culture au sens large de la culture artistique, ou même des cultures du monde, enfin, etc. On peut jouer avec les 1000 sens du mot culture, mais en tout cas, cet homme-là est un homme qui fait appel déjà à des valeurs qu'on chérit plutôt à l'université, comme la polyvalence, le multifactoriel, le fait de toucher à de nombreux domaines. Le multifactoriel. Oui, le trans, quoi, toutes les transdisciplines, transintelligence, transouverture, quoi. Et Jacques Ralit est vraiment une personne qui représente ça. Et d'un autre côté... ça, c'est ce qui vous parle à vous, oui. Serge Rollian. À l'université? Oui, enfin, je veux dire, en tant que dirigeant et de... Alors, à l'université... Ces jeunes gens que vous fréquentez depuis longtemps, que vous fréquentez, oui. vont entendre de Jacques Ralit. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir? Est-ce que la politique culturelle, par exemple, c'est encore un sujet pour la jeunesse? J'ai très envie que vous me disiez oui, hein. Mais je vous pose quand même la question. Est-ce que... Alors, je pense qu'ils vont découvrir déjà, parce que, voilà, il y a la Comédie Française qui viennent, et tous ceux qui ont été choisis, par exemple, ils sont dans une émotion d'avoir été pris là-dessus. Ouais. Donc, il y a aussi ces étudiants qui vont accueillir les autres étudiants qui vont sans doute être aussi moteurs de l'installation et de l'explication préalable. Par exemple, la Comédie Française, c'est une forme de laisser-passer, d'ouverture immédiate. Oui. Oui, et ça m'a beaucoup surpris et ça m'a beaucoup plu quand on les a recrutés. Je ne m'y attendais pas pour eux, c'était un immense honneur. Donc moi, quand je leur parle un par un, parfois je les vois de ci, de là, ceux de la troupe, voilà. Pour les autres, je pense que quand la Comédie Française, alors je vais parler de manière générale parce que quand la comédie est venue avec Commune Pierre-Qui en 2017, ça a fédéré beaucoup d'énergie et beaucoup de gens qui sont venus là goûter et découvrir, enfin non pas Dylan, parce que Dylan est sans doute plus connu globalement que Jacques Ralit, qui est une personnalité en France immense. Dylan est plus aride ou Jacques Ralit est plus aride? Parce que ça se discute, Christian Bonnon. Je pense qu'on a une jeunesse, comme je m'occupe des transitions, il y a toujours un lien. Je pense qu'on a une jeunesse très mobile en ce moment, très ouverte, qui s'est moins alimentée. Il s'est moins alimenté parce qu'elle a eu le Covid. Parce que, moins alimenté intellectuellement? Moins alimenté globalement, je parle pas de nourriture, mais d'expérience, de sortie, voilà, et ils ont quand même été confinés suffisamment. Alors ça permet de réfléchir, de faire du yoga. Enfin, moi j'ai rien contre le confinement, mais je veux dire, du coup, quand même cette génération-là a pas eu des cours, a pas eu, voilà. Et je pense qu'elle est très en demande, en particulier dans les transitions. Je le vois au niveau environnemental, scientifique. Par exemple, quand j'ai Serge Morand en conférence, qui est quand même un écologue de renom, ou Marie-Monique Robin, j'ai des étudiants de théâtre qui viennent, j'ai des étudiants. Il y a pas que des biologistes et c'est ce bilan-là qu'on arrive à créer. Alors, évidemment, il est très limité, mais on a 80 000 étudiants, donc voilà, et on a le plus gros service culture de France, donc avec 23 personnes qui travaillent, mais parce que les 3 universités avec 3 services culture développés, donc moi, je te donne des facteurs explicatifs de l'université dans laquelle on est. Qui font que ça peut marcher. Après, pour l'appétit ou l'appétence des étudiants, je crois qu'ils vont découvrir, et ça, je pense qu'il est de notre rôle à nous qui avons un peu de bouteille, de leur donner les beautés qu'ils ne connaissent pas, et Jacques Ralit en fait partie. Voilà. En plus, par la Comédie Française, je vais pas dire tout ce que j'en pense parce que ça serait dithyrambique, mais en tout cas, je pense que il y a un lieu de partage d'amour et d'amitié, je dirais tout simplement, autour de Jacques Ralit et autour de cette bienveillance qu'il avait, comme disait Piccoli, que c'est le croyant dans l'humain, et je pense que croire dans l'humain, c'est notre mission à tous universitaires, et d'engager les chemins du progrès, et si tant que faire se peut, avec de la poésie, c'est encore mieux et plus beau. Voilà. Donc,
et partager les chemins. J'ai beaucoup aimé l'idée. Après, ça s'est fait concrètement. Je propose au directeur culture, tout le monde choisit le spectacle qu'on fait venir. Il y a des aspects pratiques, mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le pratico-pratique. C'est pour ça que j'en parle très peu. Mais en tout cas, c'est l'occasion, l'opportunité, opportunité pas au sens opportunisme, hein, la survenue donnée, l'occasion donnée aux étudiants d'aller voir des références positives et porteuses, alors qu'on n'en a quasiment plus en ce moment, et que d'ailleurs le climat social est ce que vous savez. Donc leur donner des phares comme ça. J'ai l'âge de Christian, et je me rappelle toujours de ma jeunesse dans les années 70 où on était plein d'espoir et où sont survenus plein de changements. Et je me dis, ça nous a donné un moteur, même si ça va mal et s'il y a les évolutions les plus terribles, on sait qu'on a vécu ça. Et pour moi, donner aux étudiants des phares, des gens qui ont vécu ça. La possibilité du changement, enfin, de l'idée du changement. Leur donner des repères, des références, des gens qui ont donné, parce qu'ils sont en attente de dons. Ils sont en attente de dons parce que sur la crise environnementale et tout ça, je radote peut-être, mais en tout cas, ils sont présents là-dessus. Après, l'idiotie des boomers et les théories néoconservatrices américaines qui sont faites pour diviser les générations, ça, j'en parle pas. Mais je veux dire, parlons des jeunes. Voilà. Oui, non, mais parfois ils sont pris dans des enjeux factices qui viennent en fait enfin, on n'est pas plus adulte à 50 ans qu'à 20, mais des plus mûris dans l'âge adulte ou des plus routiniers. Enfin, je sais pas, prendre de l'âge, c'est pas forcément bien, mais en tout cas, la chose, c'est ça, c'est leur donner l'occasion d'une certaine fraîcheur et d'une certaine empathie avec des gens qui leur donnent des repères, qui jalonnent des chemins d'espérance, je dirais. Voilà, qui les font quitter cet univers où quand même ils s'en prennent plein la gueule. Voilà, ils s'en prennent plein la gueule sur les perspectives d'avenir. Voilà. Christian Gonon, ce Singulis donc a été créé au sortir du confinement. Vous parlez du confinement, c'est-à-dire à l'automne 2020. C'est pas vraiment la sortie du confinement. Il traînait encore. Voilà. J'ai joué devant des salles, des demi-salles masquées. Le public était masqué. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai joué, je suis arrivé sur scène et j'ai vu ces visages sans bouche, disséminés dans la salle comme si le spectacle ne marchait pas. Mais en fait, c'était plein. La salle était pleine dans sa demi-jauge. C'était très étrange. Et que j'étais face à eux sans masque. Et c'est un spectacle sans masque. C'est un spectacle où il se dévoile la parole de Jack. Les poètes n'ont pas de masque. Ils disent les choses. Le poème de Prévert sur étrange, étranger, c'est sans masque. C'est dit, mais bon, c'est Prévert. Et donc, j'ai pas pu aller jusqu'au bout des représentations parce que d'abord il y a eu, c'est l'arrêt des théâtres. Non. Vous êtes arrivé au moment où ça ouvrait et avant que ça ne referme. Il y a eu le couvre-feu à 21h, donc je pouvais encore moi jouer. Je jouais à 18h30, donc. Je terminais à 19h30, donc les gens pouvaient. Donc je suis passé à côté pendant un certain temps, puis après il y a eu vraiment la fermeture des salles. La fermeture des salles jusqu'au printemps. Et le confinement. Ouais. Donc je crois que j'ai pas fait de représentation, mais j'ai tenu jusqu'au bout du bout. Cette salle était le seul îlot, le studio théâtre du Français qui jouait encore, parce qu'ils avaient arrêté à Marigny, ils avaient été obligés, donc j'étais Et symboliquement, c'était Jack Khalid qui tenait cette petite. Et là, j'avais rajouté sur 3-4 représentations. Avec la distance, c'était peut-être quelque chose d'un peu puéril, mais c'était ma jeunesse qui ressortait. J'ai trouvé un texte de Victor Hugo où il dit quand on ferme les théâtres, c'est terrible. C'est la démocratie que l'on tue. On commence par fermer des théâtres. Et j'avais écrit cette phrase sur un petit papier. Et puis il y avait dans la salle un petit un petit brouhaha. Bon, vous avez changé le
est-ce que vous avez changé votre sélection, puisque vous avez adapté un livre de Karel Ménine qui est une synthèse de textes et d'entretiens de Jack Ralite. Est-ce que vous avez modifié votre texte à vous? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que pour vous l'enjeu, 2 ans et demi après, avec un certain nombre de choses qui se sont passées et qui se passent aujourd'hui, l'enjeu a changé? Est-ce que ça sonne différemment? L'enjeu est encore plus crucial même aujourd'hui de faire entendre ce texte. C'est encore plus de la résistance. Quand il dit le lecteur n'est pas un client, ça sonne encore plus fort aujourd'hui. Oui, je pense. Et pas que pour ça. Alors pour les changements, la base est restée la même. J'ai remis des petites chevilles parce que des fois, j'ai réécouté des entretiens de Jack Ralite et j'ai pris une phrase orale. Tiens, ça va aller là. Ça me permet de huiler un petit peu les parties. Après, il y a des choses en suspens, mais il faut que je vois avec Alain Langlais, parce que c'est lui quand même qui m'a aidé à l'accoucher, ce spectacle, et j'ai 2-3 choses à lui proposer. Camarade sociétaire. Ouais. À un moment, je dis, on va rajouter un poème de Prévert, je l'ai lu, et puis on s'est dit, ça va faire trop lourd. Il y a tellement de choses que l'on pourrait... il faudrait faire un Ralite 2, le retour. Être contraint par ce temps, parce que vous avez 70 minutes, non? 70 minutes? Non, ça fait quoi, 1 heure? Oui, c'est ça, 75, 1h15, j'ai à peu près, ouais. C'est dans la contrainte que finalement... Oui, parce qu'au studio, après, je peux... meilleur. De toute façon... Cette contrainte-là... Oui, elle est bien, il faut pas trop faire. Il faut que les gens redemandent un peu, c'est-à-dire, c'est déjà fini, c'est mieux. C'est déjà fini, plutôt que, quand est-ce que ça va terminer? Parce que la tension, il faut toujours, comme quand on sort d'un restaurant étoilé, il faut pas, voilà, il faut qu'on ait un peu faim encore pour continuer. Non, mais un poil, garder une toute petite place de dire, on va pas faire la sieste tout de suite. Mais si les gens sortent en disant, il faut que je relise, ou il faut que je réentende, ou il faut que je creuse, voilà. Ça, c'est clairement je sais pas, Marine, vous avez vu ce spectacle, c'est le sentiment qu'on a quand on sort. On a envie de lire des poètes, on a envie aussi d'en savoir plus sur Jack Ralite, parce que il y a des instantanés, mais c'est même pour celles et ceux qui savent qui était Jack Ralite, c'est quand même une sorte de portrait en creux, très étonnant. Il reste des choses très touchantes aussi. Mais, je sais pas, ça fait partie des sentiments que l'on a quand on sort de cette pièce. On a envie de lire davantage et on a envie d'en savoir davantage sur lui. Marine? Oui, moi, je me souviens, je l'ai vu 3 fois, le spectacle. Et en plus, à 3 époques différentes avec Le Grenier. Oui. Parce qu'au départ, c'était un grenier. Oui, c'était une lecture. Oui, c'était une lecture. Oui. Et puis ensuite, il y a eu la répétition. Ensuite, il y a eu ce spectacle. Moi, ma seule inquiétude, c'est d'être nostalgique, parce que j'ai ce petit travers qui est de parfois être un peu nostalgique de ces années-là, de ces années où culture et politique étaient peut-être plus liées qu'aujourd'hui, où il y avait l'affirmation d'une culture ouvrière, d'une culture livresque, d'une culture poétique plus affirmée. Plutôt que le divertissement, c'est une question de cela aussi dans vos choix. Oui. Il impose cela. Hein. Il cite Édouard Bond qui disait « Je ne suis pas venu au monde pour être diverti, je veux plus ». Alors il dit non pas qu'il ne faille pas se divertir, bien sûr, mais il dit que c'est devenu un véritable rouleau compresseur et que il dit ça en 1980, enfin, voilà, il est avant Netflix et oui, il dit ça avec l'arrivée de Berlusconi, qui avait sa pauvre petite chaîne, la 5, qui venait, et déjà ça a fait un séisme terrible dans le monde de la culture. Donc maintenant, avec toutes les plateformes, enfin l'offre audiovisuelle qui est... On n'aura pas le temps de toute une vie pour tout voir, tout ce que l'on nous propose. Et on en revient au choix. Comment apprendre à choisir? Je dirais, c'est comment j'ai fait...
comment moi, petit, j'ai choisi. J'ai fait mon choix. Qu'est-ce qu'on m'a proposé dans ce choix? Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, le choix était quelquefois sûrement beaucoup plus réduit. Ne serait-ce que de ne pas avoir Internet, d'aller à la bibliothèque, ou d'avoir, où les exposés, c'était des diapositives que le professeur allait chercher au Centre régional de documentation pédagogique pour animer son exposé. Il n'y avait pas de CRDP. Au CRDP. Voilà, ma mère a travaillé au CRDP pour ça. Bien, mon père aussi, figure. Oh, oui, peut-être qu'ils se sont connus. Et donc, apprendre à choisir. Et je crois qu'il y a quelque chose dans Ralit de choisissez. D'universel, un message. Ouais. De toute façon, et choisissez pour être libre. Oui. C'est ça que je trouve très beau. Et c'est pour ça que le théâtre, moi, ça me bouleverse que on est en 2023. On a commencé cette année par La mort de Danton, qui est un spectacle politique magnifique. Enfin, je trouve exemplaire sur la question de l'engagement, sur la question du sacrifice, de l'idéal, de l'absolu, dont on parlait. De l'échec. De l'amitié, enfin, du peuple et de la question du peuple visible, du peuple qui ne l'est plus. Et je trouve que de terminer, de passer de La mort de Danton à Jacques Ralit, je trouve que c'est une aventure exceptionnelle. Et pour des jeunes, de leur faire toucher à cet idéal, à cette exigence intellectuelle, culturelle. Je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on peut faire aux jeunes et aux moins jeunes que nous sommes. Mais voilà, le théâtre reste un acte politique et la littérature aussi. Et... Christian Gonon, on va devoir conclure. Vous citez cette phrase de Ralit, je crois, à la fin du spectacle. J'ai un ami très cher qui m'a dit « L'humanité peut très bien avoir à faire face dans un avenir proche au problème de sa réhumanisation. » Vous allez la garder, cette phrase? Oui. C'est dans cela que vous dites que ça sonne encore plus fort. Et oui, en puis 2023. Même, il y a cette phrase, plus la suite, où il dit notre langage est beau, il est souvent même salvateur, mais il arrive au bout, c'est d'actes que l'on a besoin. Et il dit, moi qui suis un passionné de théâtre, je pense à Molière et à ces personnages et je dis avec eux, moi j'ai pas fini de l'apprendre le texte, et je dis avec eux, pour trouver le monde, donc pour trouver le monde, je crie, j'enrage. Et je vous assure que j'enrage tous les jours. Donc il cite Molière comme une sorte de tremplin, une résistance aussi à plein de choses. Voilà. Merci Christian Gonon, merci Serge Rollian, merci beaucoup, merci Marine Jubin. Nous avons dû presque 1 heure pour parler de quoi? De culture, de théâtre, de transmission, de choix, de réhumanisation et de choix. La pensée, la poésie, la politique, un singulis adapté de l'ouvrage de Karel Ménine par Christian Gonon, mise en scène et interprétation Christian Gonon, collaboration artistique Alain Langlais, vous l'avez cité tout à l'heure, le 6 avril donc à l'Université de Lille, et du 17 mai au 4 juin bientôt ici à côté au Studio Théâtre. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Merci à Arthur. Merci. Et merci à Zélie. La semaine prochaine, vous retrouverez ma camarade Judith Chain pour une émission consacrée à la pièce Théorème. Je me sens à cœur à aimer toute la terre. Voilà, une création au Vieux-Colombier d'Aminé Adjina. En attendant, bonne semaine avec la Comédie Française.